Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Histoire de la presse privée écrite en Afrique francophone. Le premier niveau auquel nous allons nous situer est l'étude des contextes d'émergence des journaux privés dans les 3 pays qui font l'objet de ce travail. Cette démarche de contextualisation vise un triple objectif. Elle renvoie d'abord à une approche des conditions socio-historiques précises de l'apparition au Bénin, au Sénégal et au Togo d'une presse privée écrite, c'est-à-dire d'un groupe professionnel de journalistes théoriquement indépendants de l'État, des partis politiques et des groupes de pression. L'intérêt d'une telle approche est de savoir pourquoi et comment, alors qu'une presse publique existe dans ces 3 pays depuis 1960, année des indépendances politiques en Afrique francophone, la presse privée écrite ne se consolide au Sénégal qu'au milieu des années 1980 et n'émerge véritablement qu'à partir de la décennie 1990 au Bénin et au Togo. Ce travail de contextualisation s'appuie ensuite sur le fait qu'on ne peut pas comprendre le contenu d'un journal si on ne tient pas compte de son contexte de production, de diffusion et de réception. Pour pouvoir comparer de façon rigoureuse les pratiques des journalistes de la presse privée écrite du Bénin, du Sénégal et du Togo, il est également fondamental de procéder à l'identification des contextes nationaux du fait que chaque contexte national pourrait être générateur d'un ou de plusieurs modèles professionnels spécifiques. L'analyse des contextes locaux constitue enfin une étape majeure pour cerner les logiques des pratiques politiques répressives contre les journalistes. Elle permet ainsi de mieux prendre en charge les stratégies de positionnement et de repositionnement de ce groupe professionnel vis-à-vis du public et des pouvoirs établis, depuis son apparition, avec comme objectif principal de repérer les sources profondes de la violence sur les journalistes des médias privés. Dans cette partie, nous allons d'abord identifier les facteurs explicatifs de l'émergence relativement tardive d'une presse privée écrite au Bénin, au Sénégal et au Togo, et procéder de même pour mettre en évidence les processus d'émergence de ce secteur médiatique, chapitre 1. Nous allons ensuite faire la présentation générale du contexte économique qui accompagne l'essor de la presse privée écrite, chapitre 2, avant d'analyser le type d'impact qu'un tel contexte a sur le positionnement politique de cette profession de journaliste, chapitre 3. Chapitre 1. Le contexte politique de l'émergence de la presse privée écrite au Bénin, au Sénégal et au Togo. Quand on analyse l'environnement politique du Bénin, du Sénégal et du Togo, au regard de l'émergence relativement tardive d'une presse privée écrite, on constate que, à peine sortis de la colonisation, ces 3 pays ont basculé dans des systèmes de partis uniques, à l'instar d'ailleurs de la plupart des régimes africains de cette période. Une telle situation a prévalu au Sénégal de 1966 à 1974, de 1972 à 1990 au Bénin et de 1967 à 1991 au Togo. Très réfractaire au pluralisme des idées et des opinions, au nom de l'idéologie de l'unité nationale à préserver et des impératifs de développement à atteindre, les partis uniques béninois, sénégalais et togolais se sont révélés être des instruments efficaces et redoutables pour évincer des concurrents politiques et pérenniser un pouvoir personnel. Ils ont en même temps constitué un véritable frein à l'émergence d'une presse privée écrite, au profit de médias d'État auxquels a été assignée la mission de véhiculer un discours d'État, seul jugé capable d'accoucher du bien-être collectif. Dans le présent chapitre, il s'agira, d'une part, de montrer comment les Sénégalais, les Béninois et les Togolais sont arrivés à subvertir l'ordre politique mis en place par les systèmes de partis uniques et à conquérir des espaces de liberté. Il sera question de montrer d'autre part comment les journaux privés sont le produit de cette subversion symbolique de l'ordre politique alors dominant. I1. Rejet du parti unique et apparition d'une presse privée écrite au milieu des années 1980 au Sénégal. Le premier et principal objet de contestation du régime post-colonial sénégalais concerne le rejet du parti unique par les forces politiques et sociales non inféodées au régime, pour le retour du pays au multipartisme et pour le respect de l'état de droit démocratique. Entre 1963 et 1966, L.S. Senghor, premier président du Sénégal indépendant 1960 à 1980, comme ses futurs homologues du Togo et du Bénin,
était en effet parvenu à liquider tous les partis politiques rivaux de l'Union progressiste sénégalaise, UPS, son parti devenu parti unique de fait. De fait parce que, comme le souligne YouTube, les articles prévoyant le multipartisme continuaient formellement à exister dans la Constitution du Sénégal, sans abrogation aucune. Cette liquidation des partis politiques avait d'ailleurs suscité une surprise générale et une certaine forme de déception chez de nombreux observateurs. Aux yeux de ces derniers, rien ne semblait à même de justifier les difficultés d'acclimatation du multipartisme au Sénégal, argument brandi par la plupart des régimes africains de l'époque, pour disqualifier le pluralisme politique et instaurer des partis unis. L'introduction très ancienne du droit de vote au Sénégal, par rapport au reste de l'Afrique francophone, et l'établissement ancien et progressif du suffrage universel évinçaient tout argument consistant à dire que les conditions du multipartisme n'étaient pas réunies dans ce pays du fait de l'inexistence d'une socialisation minimale des citoyens aux idées et pratiques démocratiques. En effet, en Afrique francophone, le Sénégal a été le premier pays où le code de l'indigénat a partiellement été aboli dès 1916. Les populations des 4 communes Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis s'étaient relativement tôt vu reconnaître le statut de citoyen français à partir de cette date. Ce changement partiel du code de l'indigénat avait déjà permis aux populations d'arbitrer entre plusieurs partis politiques de sensibilités diverses dans l'optique de désigner leurs députés pour porter les revendications de la colonie au Palais Bourbon, en France métropolitaine. Cette longue tradition de pluralisme politique sera par la suite renforcée par l'émergence continue de nombreux autres partis s'appuyant sur des mouvements de jeunes, sur des organisations syndicales et sur une opinion de plus en plus sensible aux idées nationalistes d'émancipation et d'indépendance politique. Comment le régime sangorien avait-il alors justifié le parti unique, au point de décider de rompre avec cette ancienne tradition politique pluraliste amorcée sous la colonisation ? Le principal grief retenu par Senghor contre l'opposition est qu'elle constituait une entité strictement subversive et immature face aux exigences d'un multipartisme responsable et constructif. Pour Senghor, en effet, l'opposition sénégalaise était crypto-personnelle, contre sa propre personne, et n'avait aucun projet de société valable. Dans les faits, Senghor avait en face de lui une opposition de gauche marxiste ultra-radicale et une opposition nationaliste pour lesquelles la décolonisation du Sénégal ne serait achevée qu'avec le départ de Senghor du pouvoir, perçu comme un appendice du néocolonialisme français greffé sur la société sénégalaise. La présence de Français dans l'administration sénégalaise en tant que coopérants nécessitait par exemple, pour l'opposition, une vraie politique de sénégalisation des cadres. Pour Senghor, de telles idées, parmi tant d'autres, étaient contraires à tout esprit de proposition et relevaient de la contestation stérile. On verra que c'est cette contestation jugée stérile par Senghor qui allait lui servir de prétexte politique pour liquider les partis de l'opposition et procéder à l'unification du champ politique sénégalais autour de sa personne. Son propre parti n'échappera pas par la suite à des purges internes de nature à construire l'unanimisme politique. L'interdiction du Parti africain de l'indépendance, PAI, de M. Majmous Diop, parti marxiste virulent, lors des élections municipales de Saint-Louis de 1960 pour extrémisme, est le signe précurseur du coup de barre opéré par le régime de Senghor pour assurer le monopole de son parti, l'Union progressiste sénégalaise, UPS, sur toute l'activité politique au Sénégal. Mais il conviendrait de signaler que cette dérive autoritaire est venue beaucoup plus tard. L'interdiction de ce parti était plus révélatrice du projet d'intégration et d'unification des partis politiques, voulu par Senghor. Avec le recul, elle apparaît comme une mesure dissuasive des forces politiques centrifuges qui commençaient à se manifester et qui contrariaient le projet politique unitariste de Senghor. Au départ, en effet, suite à sa victoire électorale de 1951, l'intention de Senghor de fusionner les partis politiques sous l'égide du Bloc démocratique sénégalais, BDS, l'ancêtre de l'UPS, était très claire. En atteste, comme le confirme Mamadou Dia, l'appel lancé depuis Paris par LS Senghor et lui-même, au lendemain de ces élections, pour créer un seul parti au Sénégal. Après la dissolution du Parti africain de l'indépendance, le régime de Senghor allait avoir en face de lui le PRA Sénégal, section locale du Parti du regroupement africain, le seul parti d'envergure autorisé.
Ce parti n'allait pas survivre aux stratèges électoraux de Senghor. Au lendemain de l'élection présidentielle de 1963 opposant l'UPS au PRA Sénégal, contestée pour bourrage des urnes, les principaux leaders de l'opposition ont été emprisonnés ou pourchassés. Contraints à la négociation, ils ont accordé au régime le ralliement du PRA Sénégal à partir de 1966, contre 4 postes ministériels occupés, entre autres, par Amadou Matar Mbo, Hassan Seck et Abdoulaye Ly. C'est ainsi que le Sénégal s'est retrouvé dans un système de parti unique de fait, de 1966 à 1974. Le régime sénégalais rompait ainsi avec une longue tradition de pluralisme politique, mais également avec une longue tradition de pluralisme médiatique. Sur toute cette période, en effet, tous les journaux créés par les partis politiques dissous ont disparu avec eux. Avec l'élimination du Parti africain de l'indépendance, PAI, par exemple, son journal Monsarou Indépendance entre dans la clandestinité. Même les journaux favorables au régime, au nom de l'unicité des canaux de l'information et de la communication, ont disparu un à un et rien n'a été fait pour qu'ils continuent à exister. Le régime qui animait pourtant son propre journal, La Condition humaine, s'était même empressé d'acheter des parts dans le groupe français Breteuil, longtemps présent dans le domaine de la presse sénégalaise, pour arriver à contrôler Dakar Matin, le quotidien du groupe. Il a acquis définitivement cet organe de presse en 1970. Il l'a rebaptisé Le Soleil. Ainsi, tous les journaux nés sous la colonisation ont été un à un éliminés au profit d'une presse d'État. Or, comme le rappelle André-Jean Tudesque, ces journaux ainsi éliminés ont joué un rôle non négligeable dans le combat des leaders politiques sous le système colonial. D'abord sous le contrôle des métis, car étant les premiers à bénéficier d'une relative instruction, ces journaux nés sous la colonisation ont en effet été utilisés pour dénoncer les injustices du système colonial en vue de l'universalisation de la citoyenneté. Louis Huchard, descendant d'une famille de l'élite créole de Gorée et considéré comme le père fondateur de la presse indépendante du Sénégal, ouvrait dans ce sens. Pour lui, le journalisme était un outil de combat pour défendre les droits des indigènes. Il fut le créateur de l'Afrique occidentale qui prit son essor au cours des années 1890 et qui révéla au public la triste condition de beaucoup d'Africains opprimés. Huchard publiait également de nombreux articles signés par des libéraux français, qui louait ses efforts désintéressés qui consistaient à recueillir et faire connaître aux autorités les plaintes des Africains. Cette tradition de lutte de la presse à l'intérieur du système colonial n'était pas pour autant rompue, malgré la fin du contrôle métis sur la vie politique sénégalaise avec l'élection d'un premier député noir, en la personne de Blaise Diagne en 1914. Ce journalisme, qui relayait les revendications des indigènes à l'intérieur du système colonial, n'établissait pas pour autant de rapport fusionnel avec les hommes politiques et leurs partis. Il pouvait à tout moment remettre en cause cette relation d'apparentement avec la classe politique, en cas d'incohérence de celle-ci avec les idéaux à défendre. Quand Blaise Diagne, sous prétexte que les Noirs sont paresseux, a cautionné la reconduction du régime de l'indigénat basé sur le travail forcé et commencé à entretenir des relations ambiguës avec l'administration coloniale et les grands négociants bordelais, il fut lâché par la presse qui lui ôta son soutien. Pour illustration, la démocratie du Sénégal fondée en 1923 pour soutenir Blaise Diagne, devenu l'Ouest africain français en décembre 1926, le laissa tomber en 1928 pour apporter son appui à Galandou Diouf, jugé plus progressiste. Si entre les deux guerres la rhétorique des journaux sénégalais était dominée par la thématique de l'assimilation, elle était sous-tendue par des relents et des revendications nationalistes après la Deuxième Guerre mondiale. L'évolution du statut des colonies françaises entre 1946 et 1958 a constitué le tournant le plus décisif de cette presse militante. La marche du Sénégal vers l'indépendance a entraîné une kyrielle de titres. Les débats d'idées ayant opposé autonomistes, indépendantistes et fédéralistes se sont organisés par journaux interposés. Le Sénégal a vu naître plus de 170 titres entre 1945 et 1960. Si l'entrée en clandestinité des leaders politiques disqualifiés du jeu politique ou leur ralliement au régime du parti unique ont été le principal facteur de disparition des journaux militants qui leur étaient inféodés,
le régime de la déclaration préalable adopté par le parti État sangorien allait par la suite rendre impossible toute création d'un organe de presse autonome, comme le montre S. Shafik. Le régime de déclaration préalable, par exemple, peut jouer dissuasivement à 2 niveaux. D'abord, la création d'un journal sans aucun récépissé d'autorisation peut offrir au régime en place des prétextes de réprimer pour publication illégale d'un journal, tout en mettant le droit de son côté. Ensuite, vu qu'il est pratiquement impossible de demander et d'obtenir une autorisation légale pour créer un journal, tout individu qui adopte cette démarche sera non seulement débouté, mais il risquera également de se faire ficher comme un opposant. Au terme de ce processus d'unification médiatique, la mainmise de l'État sénégalais sur le secteur de l'information devenait totale. Il s'en est suivi l'émergence d'un modèle de journalisme d'État, à l'intérieur duquel beaucoup de journalistes anticonformistes allaient travailler dans des conditions très difficiles. Au demeurant, le Parti unique sénégalais, dans sa phase initiale de construction et dans sa phase de mise en place achevée, a déclenché une série d'actions violentes provenant aussi bien du régime en place que de la société civile. Cette vague de violence a eu pour résultat l'explosion du système politique alors en vigueur. La Fronde de mai 68. La crise institutionnelle de 1962 imputée à un complot de Mamadou Dia, alors président du Conseil, contre Senghor, les élections meurtrières de 1963, la tentative d'assassinat du chef de l'État à l'arme blanche à la Grande Mosquée de Dakar et les tensions sociales générées apparaissent en effet comme la conséquence logique de la construction de l'hégémonie politique autour d'un homme et de la fermeture du système politique à tout autre parti que l'UPS. C'est le point de vue développé par Ifol, pour analyser et expliquer les agitations politiques et sociales qui ont secoué le Sénégal sur toute cette période de règne du parti unique. Pour Pebro, le recours à la violence, plus généralement, témoigne toujours d'une impossibilité à utiliser les procédures routinières de négociation et de représentation. Le blocage dialogique entre les différents acteurs politiques sénégalais, faute de cadre de dialogue institutionnel consensuel, exemplifie parfaitement ce schéma général d'explication de la violence politique esquissé par Bro. Par leur permanence, ces actes de violence qui ont atteint leur sommet, en mai 1968, ont poussé le régime de Senghor à entreprendre des réformes démocratiques. Avant de rendre compte de ces réformes et de leurs incidences sur le plan médiatique, parlons d'abord du mouvement de mai 1968 au Sénégal. Les fers de lance de ce mouvement social sont les étudiants de l'université de Dakar. On sait que Senghor, pour discréditer d'ailleurs ce mouvement au Sénégal et lui ôter toute portée politique interne, s'était empressé de le dénoncer comme du mimétisme des étudiants sénégalais de leurs camarades français. Il a aussi mis en garde l'opinion sénégalaise contre les risques de déstabilisation du pays téléguidé de l'extérieur, par l'impérialisme rouge. Pourtant, de nombreux travaux signalent que mai 68 à Dakar a démarré bien avant l'agitation de la jeunesse occidentale et plusieurs troubles antérieurs l'ont annoncé. Ils retiennent plutôt l'hypothèse de la convergence des deux mouvements. Par contre, Senghor a en partie mis le doigt sur une réalité indéniable. Le milieu étudiant sénégalais du contexte tiers-mondiste des années 1960 et 1970 est un milieu très politisé où le marxisme et ses différentes variantes occupent incontestablement la position d'idéologie dominante. Sur toute cette période, les étudiants épousent largement le discours anti-impérialiste et anticapitaliste. Dans son anti-impérialisme, le mouvement estudiantin s'inscrit dans une conjoncture internationale bipolaire, mais il se nourrit surtout du sentiment largement dominant chez les étudiants selon lequel l'Occident n'a fait qu'accorder une indépendance de façade aux États africains pour mieux dominer l'Afrique en gouvernant en seconde main, par le biais d'une classe politique dirigeante acquise à sa cause, à laquelle le pouvoir a été transféré. C'est la thèse de l'indépendance nominale, chère au Parti africain de l'indépendance, PAI, entre autres. Dans leur discours anticapitaliste, les étudiants ressentent une énorme frustration de constater que toute politique alternative de recherche du bien-être des couches les plus démunies est disqualifiée par un régime politique local très inféodé à l'Occident. En réalité, les étudiants reprochent aux États occidentaux de mener une campagne de déstabilisation des leaders africains progressistes, comme Sékou Touré Guinée, et Kwame Nkrumah Ghana. Très vite,
le discours anti-impérialiste devient un discours anti-sangorien. Comment expliquer cette emprise du marxisme et de l'idéologie du refus qui caractérise l'université de Dakar, au cours de cette période? Elle est à rapporter à 3 mutations sociologiques capitales qui s'opèrent dans le milieu étudiant, si on se réfère aux travaux de Batilly, de Diouf et de Meboji. La première est relative à l'augmentation pléthorique des effectifs de l'université et à la domination des Sénégalais dans ces effectifs à partir de 1960. Entre 1960 et 1969, soulignent ces auteurs, les étudiants sont passés de 3 000 à 5 000. À eux seuls, les Sénégalais sont passés de 33% à 50% de ces effectifs, le reste étant constitué d'étudiants venus des pays de la sous-région, Dahomey, Togo, Mali, etc. La deuxième mutation tire sa source de l'accès aux études universitaires de nombreux jeunes issus de familles modestes, non boursiers pour la plupart, et ne pouvant pas dépendre de leurs parents pour assurer les conditions matérielles de leur cursus. Ces jeunes, très sensibles aux gaspillages économiques du régime et au train de vie élevé des dignitaires du système, ont vite adhéré aux thèses marxistes, comptant trouver là des instruments de lutte pour renverser le pouvoir et asseoir un ordre politique jugé plus équitable. La troisième mutation, qui découle d'ailleurs des 2 premières, renvoie à la fin de la racialisation des problèmes de l'université. Autrement dit, l'imputation causale précédente qui faisait du colonisateur français la source de tous les maux désigne un nouvel ennemi à abattre, c'est-à-dire le pouvoir en place. Compte tenu du verrouillage du système politique, l'université est aussi devenue, durant les 12 années que dure le parti unique sénégalais, le lieu de recomposition des partis politiques dissous qui infiltrent, comme le Parti africain de l'indépendance, parti marxiste, par exemple, le tissu associatif étudiant pour en faire un canal de diffusion de leurs mots d'ordre et de leurs consignes pour subvertir l'ordre politique dominant. La politisation de l'institution universitaire sénégalaise met ainsi en selle les étudiants comme les seuls acteurs avant-gardistes, aiguillés en cela par les lignes historiques des inégalités sociales qui se dessinent déjà sous l'État post-colonial avec le début des pratiques d'enrichissement personnel d'une bonne partie de la classe politique. Les étudiants, qui constituent les seules forces d'opposition, vont alors jouer le rôle de surveillants de l'environnement politico-social pour avoir à l'œil les agissements des membres du régime en place. Sous l'administration coloniale, Batilly, Diouf et Meboji déjà cités soulignent que les pratiques protestataires étudiantes se limitaient généralement à aller en grève, à écrire des pétitions et à avoir des entretiens directs avec les autorités. Dans la période post-coloniale, font-ils observer, leurs pratiques et leurs discours vont fondamentalement se transformer. Ils n'hésitent pas à avoir recours à des manifestations de rue, en dépit de la restriction de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire de relire Marx pour savoir que ces étudiants n'excluent pas le recours à la violence politique pour renverser le régime en place. C'est pourquoi ces 3 auteurs sénégalais sont d'accord pour considérer les étudiants comme les seuls acteurs que Senghor n'est pas parvenu à mettre au pas dans les années 1960 et 1970. Avant mai 68, ce milieu universitaire hyper politisé va entretenir des agitations et des tensions politiques permanentes, chaque fois durement réprimées par le pouvoir. Mais 1968-60 va marquer un tournant majeur dans ces agitations universitaires et dans les modes d'exercice du pouvoir par le régime en place. Dès le début de la rentrée universitaire de l'année 1968, les étudiants accueillent avec beaucoup d'inquiétude et de révolte une décision du gouvernement. Celle-ci consiste à fractionner les bourses d'études et à ne plus verser que 10 mensualités au lieu de 12, comme à l'accoutumée. La raison officielle avancée est que le budget alloué au ministère de l'Éducation nationale est réduit du fait de la crise économique et financière qui frappe le pays. Cette décision, compte tenu de l'origine très modeste de beaucoup d'étudiants et de l'accroissement spectaculaire des effectifs de l'université lié à la réforme du baccalauréat de l'année précédente, est vite saisie par l'Union démocratique des étudiants sénégalais, UDES, qui la transforme en objet de lutte politique pour faire pression sur le gouvernement. Elle diffuse de nombreux tracts très virulents critiquant le gouvernement et indexant le train de vie des ministres et des députés comme la seule source responsable de la crise économique et financière du pays. Dans ces thèmes de mobilisation, l'organisation estudiantine met l'accent sur le fait que les bourses, moyens indispensables aux études, ne sont pas de l'aumône faite aux étudiants.
Elle lance alors des appels à la résistance pour faire obstruction au projet de réforme des bourses. Pour diffuser la protestation, la décloisonner et l'étendre à l'ensemble du pays, l'UDES met à profit le contexte électoral de février 1968 en faisant circuler de nombreux tracts et en ciblant les villes à forte population scolaire, Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Ziguinchor. Ces tracts ont pour titre « De la situation économique et sociale du Sénégal à la veille de la mascarade électorale du 25 février 1968 » et dressent un bilan très sévère de la politique du gouvernement. Au lendemain des élections, la rencontre entre l'UDES et le ministre de l'Éducation nationale n'a pas permis un rapprochement des positions. Le gouvernement décide de maintenir son projet de réforme des bourses, et l'organisation des étudiants reste intransigeante. Dès lors, l'affrontement devient inévitable. Pour amorcer des rapports de force avec le gouvernement, l'UDES entretient un climat d'agitation à l'université, par des meetings dont le succès auprès des étudiants, des chômeurs et des opposants ne peut qu'inquiéter le gouvernement. L'appel à la grève générale lancé par l'organisation des étudiants le 27 mai, suite au succès de la grève d'avertissement du 25 mai largement suivie par les étudiants, installe une véritable situation de crise. La répression systématique exercée par les forces de l'ordre sur les étudiants, afin d'étouffer la grève, le ralliement des syndicalistes à la cause estudiantine par l'organisation d'une grève générale, la propagation du mouvement dans plusieurs régions du pays, l'appel des grévistes pour la restauration du multipartisme et des libertés, ont abouti à une paralysie de toutes les institutions du pays et conduit Senghor à lâcher du lest. L'ouverture du système politique en 1974. À la sortie de ces contestations démocratiques contre le régime, Senghor a finalement compris que la concentration du pouvoir par la suppression des forces d'opposition politique et sociale ne pouvait être que source d'explosion brutale à plus ou moins long terme. Sous la pression des étudiants et des travailleurs, les dangers d'un système politique de parti unique sont dès lors analysés à plusieurs niveaux par le régime en place. Au regard de l'expérience offerte par le système politique monolithique, le pouvoir s'est en effet rendu compte que sa survie est plus tributaire de l'existence d'une opposition légale que d'une opposition clandestine. En d'autres termes, aux yeux du régime, la suppression des partis politiques par des procédés politiques et par des mécanismes juridiques souvent douteux ne pouvait avoir comme contrepartie que des actions subversives contre l'État. Cette analyse correspond à celle que les autorités ont faite du mouvement estudiantin et du mouvement syndical de mai 68, derrière lesquels elles ont vu la main de l'opposition clandestine en général, et du parti marxiste, le PAI, en particulier. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Senghor, pour désamorcer ce mouvement, avait demandé aux étudiants de faire une lettre déclarant qu'ils n'avaient pas pour but de renverser le gouvernement. Les tracts corrosifs de l'UDES, pour semer la contestation dans les lycées et collèges jusqu'au déclenchement des grèves et de l'émeute urbaine, était en réalité une reprise in extenso des tracts du PAI. Au regard du développement de la contestation politique et sociale, les dangers du parti unique sont aussi perçus par le régime au niveau des risques de prise du pouvoir par l'armée, ce qui peut entraîner une militarisation durable du système politique sénégalais. Il n'est pas besoin de rappeler que les armées africaines, face à des classes politiques divisées et incapables de s'entendre autour de règles du jeu minimales, ou face à des contestations démocratiques adressées aux institutions publiques sans réponse démocratique, ont souvent procédé à des coups d'État, soit pour se retirer du pouvoir après, soit pour y rester durablement le plus souvent. Étant conscient que l'armée sénégalaise ne saurait être indifférente, par rapport au rôle accru de régulation militaire des systèmes politiques africains, sur toute cette période, il devient de fait clair pour le régime qu'il n'est pas à l'abri d'un coup d'État militaire s'il n'opère pas une reconsidération de ses paramètres de gestion du pouvoir. C'est à partir de ce moment que la réactivation du pluralisme politique est apparue, aux yeux du régime, comme l'unique réponse à l'agitation politique et sociale constatée durant les 12 années de parti uni. Mais le processus de démocratisation 61 du système sénégalais commencé par Senghor à partir de 1974, est un processus très contrôlé. Senghor a imposé un tripartisme dans un premier temps, puis un quadripartisme, qui sont en réalité des modèles politiques très artificiels.
À partir d'une lecture personnelle et très discutable des courants idéologiques en présence, il a dit qu'il existait, en tout et pour tout, 3 courants au Sénégal, à savoir un courant socialiste, le sien, un courant marxiste et un courant libéral, avant de reconnaître un autre courant dit conservateur, à l'intérieur desquels les différents acteurs politiques devaient se regrouper, conduisant ainsi à la clandestinité beaucoup d'hommes politiques qui n'étaient pas satisfaits de ce découpage idéologique. Ceci, sans tenir compte du fait que Senghor a déployé toutes les stratégies possibles pour perturber le fonctionnement de ces 4 courants très difficiles et rendre l'alternance politique impossible, monopole total sur les médias d'État, restriction des libertés publiques, etc. Cette ouverture contrainte du système politique sénégalais va donner un coup d'accélérateur à la création d'une floraison de journaux non étatiques. Éclosion d'une presse politique et d'une presse populaire, 2 secteurs précurseurs des journaux privés. Dans un contexte où le pluralisme des idées et des opinions est jusque-là étouffé par un régime politique qui se voulait hégémonique, l'une des conséquences immédiates des contestations démocratiques et de la décompression autoritaire du régime est en effet la montée en flèche des journaux créés hors du giron du pouvoir. Avant l'arrivée des journaux privés, 2 secteurs médiatiques non étatiques vont d'abord émerger, à savoir un secteur de presse politique animé par les forces d'opposition politique et un secteur populaire qui se veut neutre vis-à-vis du pouvoir et des opposants. Dès lors que s'ouvre une brèche dans le monisme intellectuel et idéologique du fait de la contestation démocratique, les hommes politiques de l'opposition légale et extralégale, marginalisés des médias d'État depuis des années et interdits jusque-là de publier tout bulletin d'information autonome, s'y engouffre, en effet, avec une liberté d'expression retrouvée qui ne va pas sans effrayer le régime en place et susciter de sa part des réactions très hostiles. Si les opposants politiques profitent de l'ouverture du système politique sénégalais pour lancer des journaux, c'est qu'ils comptent satisfaire un réel besoin d'expression. Le besoin d'exprimer de nouveaux discours, dans des supports médiatiques autonomes, s'est même longuement manifesté par l'usage de plusieurs instruments d'expression informels. Le rôle précurseur de ceux-ci dans la prolifération des journaux est si important qu'il mérite qu'on s'y arrête un instant. Dans cette perspective, on ne saurait oublier le tract comme vecteur de revendication démocratique et moyen de mobilisation politique et sociale. Le tract n'a en réalité jamais disparu de l'espace public sénégalais. En atteste le rôle du tract du PAI, repris et diffusé par l'UDES dans le déclenchement et la radicalisation du mouvement des étudiants et des élèves précédemment décrits, et, au cours des mêmes événements, le tract diffusé en 40 000 exemplaires par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, pour mobiliser les travailleurs bloqués chez eux par l'état d'urgence décrété par le gouvernement, afin d'empêcher la grève générale. Dans un contexte où prévalait un monisme politique et idéologique, où donc aucune autre politique qui sortait des arcanes officiels n'était possible à cause de la toute-puissance du parti unique et du refus de toute alternance démocratique, le tract a à bien des égards joué un rôle redoutable dans les différents modes de contestation démocratique du pouvoir. Son efficacité a été avérée au Sénégal. En permettant de mettre en accusation le gouvernement, par une opération de sensibilisation constante, il ne cessait de disqualifier le discours officiel et redonner le goût de la parole au peuple dépossédé dans ce domaine par la diffusion d'une opinion officielle dans laquelle il ne se reconnaissait pas forcément. Sous le parti unique sénégalais 62, par exemple, certains éléments de l'opposition clandestine se sont introduits et dissimulés au building administratif de Dakar, lieu abritant plusieurs services ministériels, aux heures de fermeture, pour se laisser enfermer astucieusement et passer toute la nuit à coller des tracts dans tous les bureaux. Et ce n'est que le lendemain matin qu'ils prenaient le large, dès l'ouverture des portes. Dans une stratégie de défense contre la propagande officielle, les opposants persécutés en cas de troubles sanglants et meurtriers et marginalisés des médias d'État, se sont beaucoup servis du tract pour se défendre en donnant leur propre version des faits. En réalité, durant tout le temps que dure le parti unique, chaque trouble politique était à tort ou à raison immédiatement attribué à l'opposition. Ainsi, sur les ondes de la radio nationale et dans les colonnes du quotidien gouvernemental Dakar Malin qui allait devenir Le Soleil, puis à la télévision d'État, lors de chaque manifestation sanglante, une campagne de dénigrement systématique était orchestrée contre les opposants traités de fauteurs de troubles.
puisque le contrôle des moyens officiels de l'information était tel que les journalistes des médias d'État n'avaient aucune possibilité d'aller sur le terrain et d'enquêter afin de produire une information pluraliste pour édifier le public sur les réalités du pays. Ce moyen rudimentaire mais efficace qu'est le tract n'a jamais cessé de jouer le rôle d'expression et de captation des différentes revendications démocratiques adressées aux autorités, et que les canaux officiels de communication et des informations ne voulaient ou ne pouvaient jamais relayer. Pour les opposants, s'il y a donc un instrument qui pouvait leur permettre de continuer à exister publiquement, dans un système politique qui les frappait d'ostracisme, c'était bel et bien le tract. C'est pourquoi le moyen d'information et de communication officieux qui a le plus posé de problèmes de régulation aux autorités, c'étaient les tracts qui ne cessaient de déferler dans le contexte politique. Pour un régime autoritaire, le tract pose en effet des problèmes de régulation à plusieurs niveaux. Un régime autoritaire est par nature idéocratique. Il prétend toujours incarner la vérité valable pour tous, avec comme objectif de construire un ordre sociopolitique façonné selon une idéologie dominante. Dès lors, un tract diffusé dans l'environnement de ce type de régime fait non seulement un travail de sape contre cette vérité, mais il constitue aussi un élément de déconstruction de la réalité que ce type de régime vise à instaurer. Un tract dans l'environnement d'un régime autoritaire révèle toujours l'existence de poches de contestation et d'opposition, et perturbe l'unanimité voulue et souvent présentée comme une réalité largement acquise. Dans l'environnement d'un régime autoritaire, un tract pose par conséquent des problèmes de régulation du fait surtout de son caractère anonyme ou de la difficulté de mettre la main sur ses rédacteurs. Ceux qui le diffusent le font la nuit, et ceux qui le portent le font sous le manteau. Il peut contenir des accusations pas forcément vraies, et s'accompagner de l'impossibilité de traîner quiconque au tribunal pour diffamation du fait que ses diffuseurs sont introuvables. Au Sénégal, la floraison des tracts et le problème de leur régulation étaient si préoccupants pour les autorités que le président Senghor lui-même en était furieusement marqué, comme en fait cas cette déclaration du chef de l'État sénégalais relevée par M. Paye. Donc depuis le début de 1970 et surtout depuis la fin de l'hivernage, les tracts ont pullulé, héroïquement anonymes, contre le chef de l'État, le gouvernement, le parti. Vous savez comme moi l'origine de ces papiers. Il y a les ambitieux qui craignent que le pouvoir ne leur ait définitivement échappé. Il y a les PAI clandestins, qui sont en retard d'une indépendance. Il y a les comploteurs non repentis, qui espèrent revenir au pouvoir dans les fourgons de l'étranger. La nouveauté est que certains tracts ne sont que la reproduction d'articles, signés cette fois, et de lettres, parfois personnelles, d'hommes politiques français, qui d'une manière indécente de quoi je me mêle s'ingèrent dans les affaires intérieures du Sénégal. Tout se passe comme si c'étaient ces tracts qui, à la faveur de l'ouverture politique, se sont transformés en journaux libres dans le contexte de démocratisation. Ils étaient en eux-mêmes des journaux libres avant l'heure. Sans vouloir dire qu'ils ont abandonné le tract comme mode d'expression et de revendication démocratique, les opposants se sont lancés dans la création de journaux ayant cette fois-ci pignon sur rue à la faveur de l'ouverture politique. Dans cet environnement politique en gestation, les besoins d'expression des hommes politiques de l'opposition, par le biais de journaux, ne sont plus les mêmes que ceux qu'ils avaient lorsqu'il ne leur restait que le tract comme unique moyen d'expression. Ils répondent plutôt à la nécessité pour tout parti politique de se doter d'un journal pour diffuser ses idées, exposer son programme, se positionner par rapport aux partis concurrents et élargir son lectorat. Au Sénégal, la nécessité pour les partis politiques de se doter d'un organe d'expression est davantage mise en perspective quand on garde à l'esprit le fait qu'on a en face des opposants durement traqués pendant des années, pour la plupart, et qui comptent aller à la reconquête de l'électorat auquel l'ouverture du système politique, même limité, donnera accès à plus ou moins long terme. Le Parti démocratique sénégalais, PDS, premier parti autorisé en 1974 et dirigé par Abdoulaye Wade, un agrégé d'économie, lance le démocrate dans la même année et l'engage immédiatement dans un débat de fond très critique contre la politique économique du gouvernement. Après la fin théorique de 12 années de règne du parti unique, le PDS est le seul parti à se présenter aux élections présidentielles et législatives de 1978 contre Senghor et son parti. Aussitôt créé,
Ce mensuel, tiré à 5000 exemplaires, fait découvrir au public une autre facette de la gestion économique de l'Office national de coopération et d'assistance au développement, ONCAD. Par une succession d'articles percutants, il martèle que si le Sénégal compte sur l'Office pour le décollage économique du monde rural et pour l'autosuffisance alimentaire du pays, il risque de se nourrir d'illusions, tout en continuant à entretenir un véritable gouffre financier. Explication : l'Office souffre d'une très mauvaise gestion et est gangrené du sommet à la base par la corruption. Le journal préconise dès lors sa fermeture pure et simple, et expose ses points de vue pour une autre politique de développement dans les campagnes. C'est donc tout un instrument central de la politique économique du gouvernement sénégalais dans le monde rural, que le démocrate fait vaciller. C'est avec effarement que le public découvre, toujours par le biais du démocrate, la mauvaise gestion des banques d'État. Le journal épingle la gestion de l'Union sénégalaise de banques USB, en l'occurrence, en signalant un trou de plusieurs milliards dans ses caisses et exige que les responsables de la banque fournissent des explications. Ce scandale financier est d'autant plus intéressant à relever que le responsable de cette banque, auquel le gouvernement dépêche un journaliste du quotidien national Le Soleil pour venir à son secours, a commis un gros cafouillage. En effet, il confie maladroitement au journaliste d'État que le trou dont on parle n'est d'ailleurs pas encore évalué, alors que ses durs propos contre le promoteur du démocrate, Abdoulaye Wade, pour manque de maturité, le conduisaient logiquement à tout nier en bloc. Ce cafouillage montre clairement que les dirigeants du pays, ayant longtemps bénéficié du parapluie du parti unique et d'un journalisme d'état de révérence, n'ont pas intégré la culture consistant à rendre compte de leur action. Dans un contexte où les langues ne sont pas encore complètement déliées, où l'ordre public est toujours encadré par des mesures très restrictives et très répressives et où une bonne partie de l'intelligentsia préfère adopter le profil bas, le démocrate introduit ainsi deux faits nouveaux dans l'espace public sénégalais. Le débat public contradictoire et l'interpellation de l'État sur la gestion de la chose publique par voie de presse. La limitation autoritaire du pluralisme politique à trois courants idéologiques va encore jouer un rôle multiplicateur des journaux d'opposition et déterminer le degré de leur virulence. 2 ans après le lancement du démocrate, le Rassemblement national démocratique, RND du professeur Cheikh Anta Diop, parti auquel le régime ne reconnaît aucune existence légale et dont les leaders refusent systématiquement de se ranger dans un des courants définis unilatéralement par Senghor, crée son propre journal Taxao. La volonté de forcer la porte d'entrée du nouveau jeu politique et contraindre le régime à le reconnaître comme mouvement politique incontournable et digne de l'égalité, est manifeste à travers le lancement du journal. La démonstration de force étalée dans ce journal est à l'image du RND et de son promoteur qui n'hésite pas à contourner la légalité et à tenir des meetings illégaux, rassemblant des milliers de personnes, pour afficher publiquement sa représentativité, même s'il reste écarté des élections législatives et présidentielles de 1978, en dépit de la publication du Manifeste des 220 qui appelait à un multipartisme intégral au Sénégal. Taxao a comme principale cible la politique intérieure et extérieure de Senghor. À travers des articles virulents, le journal accuse constamment Senghor de mettre en péril la sécurité du pays, en laissant l'armée française disposer d'une base sur le territoire national. Il reproche aussi à Senghor de faire diriger le Sénégal par un gouvernement parallèle composé de conseillers techniques français, de transformer les institutions de l'État en instruments de promotion personnelle et d'exercer le pouvoir de façon solitaire. La limitation par Senghor du nombre de partis politiques à 3 n'échappe pas à la virulence du discours de Taxao. Le journal n'y voit qu'une attitude dictatoriale, si ce n'est un manque de respect de la Constitution. Taxao épingle également, dans ses numéros, l'interdiction au Sénégal de certains journaux étrangers comme Afrique-Asie et Demain l'Afrique, spécialisés pourtant dans les affaires africaines. Pour le journal, l'interdiction de ces journaux de gauche est la preuve que le régime a peur de tout regard extérieur sur la manière dont le pays est réellement gouverné. C'est par cet axe thématique central que Taxao entend dénoncer, à sa manière, les différentes formes d'exploitation et de domination des travailleurs, qu'il leur fournit des éléments de riposte pour faire face au régime et à l'impérialisme et les invite à mettre en place un véritable front du refus. Le mouvement démocratique populaire,
MDP et le Parti de l'indépendance et du travail, PIT, deux partis qui refusent de se reconnaître dans la démocratie des trois courants imposés par Senghor, créant Desopi, s'unir pour le changement en langue wolof. C'est un mensuel tiré à 5000 exemplaires et dont l'originalité, par rapport aux démocrates et à Taxao, repose sur le fait qu'il est l'œuvre de deux partis politiques qui essaient de surplomber leurs différences idéologiques en animant conjointement un journal commun pour peser sur le nouvel espace politico-médiatique émerge. Le MDP, dirigé par Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil sorti de prison suite à une mesure de grâce présidentielle, se réclame d'un socialisme d'autogestion. Le PIT est un parti marxiste qui adhère aux thèses de l'URSS. C'est une scission du PAI, premier parti marxiste sénégalais, au cours de sa longue période de clandestinité. Ces deux partis sont illégaux de fait. Cette illégalité ne peut que rejaillir sur André Sopi et forger sa détermination à croiser le fer avec le régime en place. Par rapport aux démocrates et à Taxao, André Sopi, au fil du temps, révèle même un haut niveau intellectuel. La ligne éditoriale du journal, relativement ouverte, permet également à d'autres courants politiques marginaux de disposer d'une tribune d'expression, afin de désarçonner le régime en place et de maintenir la pression sur lui pour plus de démocratie. André Sopi, à travers des articles de fond, ne cesse de marteler que l'ouverture démocratique dont se targue le régime n'est qu'un leurre, que l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement, que Senghor a échoué, de même que son parti et sa politique, et que le peuple vit sous un régime de censure. Ainsi, depuis la parution du Démocrate, le processus de création de journaux d'opposition est allé crescendo. Mais il conviendrait de signaler que pour certains de ces journaux, il est plus exact de parler de résurrection. Monsarou, disparu naguère au moment où l'étau du parti unique se resserrait sur le Sénégal, refait surface pour être à nouveau l'instrument d'expression du Parti africain de l'indépendance, PAI. Majmous Diop, leader de ce parti, s'est retrouvé propulsé à la tête du courant marxiste, un des trois courants idéologiques reconnus légalement par le régime. Dans son journal, le PAI renoue avec ses thèses indépendantistes, et à travers des démonstrations idéologico-politiques, essaie de réconcilier les différents fils du marxisme sénégalais, désunis pendant les dures années de clandestinité du parti. L'explosion des journaux d'opposition a suscité de multiples réactions de la part du régime. Étant consciente que ces verrous de protection sont en train de sauter, et ne pouvant pas renouer de façon spectaculaire avec les pratiques répressives antérieures, les autorités vont progressivement monter un dispositif dont l'objectif à terme est de placer les journaux d'opposition sous un régime de liberté surveillée. Dans cette optique, le gouvernement va imaginer plusieurs dispositifs allant d'abord dans le sens de l'asphyxie économique et technique de ces journaux. Pour freiner leur floraison, l'État sénégalais opère un verrouillage systématique des circuits techniques et économiques présents sur le paysage médiatique sénégalais. Ainsi, tant que régnait le monolithisme médiatique, il n'avait aucune inquiétude à confier à des spécialistes extérieurs certains services du quotidien national Le Soleil, impression, distribution et publicité. Mais avec l'avènement des journaux partisans très virulents contre le régime et l'action gouvernementale, il internalise ses services. C'est aussi dans cette perspective, souligne M. Paye, qu'on pourrait comprendre la création des nouvelles imprimeries du Sénégal, NI, pour mettre efficacement les journaux partisans sous dépendance économique et technique. La Société nationale des entreprises de presse éditrice du quotidien gouvernemental Le Soleil détient en effet les 3/4 des NI, ce qui assure à l'État le monopole de l'impression de qualité dont ne peuvent théoriquement se passer les journaux d'opposition, au risque d'être des feuilles de chou, donc sans qualité. Mais en même temps, par le monopole des NI, l'État peut avoir directement à l'œil le contenu de tous les journaux qui sollicitent les services des NI, anticiper sur les propos dérangeants, opérer des saisies de numéros avant parution ou refuser systématiquement de les éditer. Parallèlement à cette maîtrise du circuit de l'impression, l'État va aussi créer un organisme qui lui permet de centraliser la publicité, aspect essentiel pour la survie économique de tout journal. À côté de ce dispositif de verrouillage des circuits techniques et économiques du nouvel environnement médiatique,
Le pouvoir va aussi s'adapter à la virulence des journaux d'opposition par la mise à contribution de certains journalistes de service, des médias d'État qui l'engagent dans une guerre médiatique contre les opposants. Il réactive son ancien journal d'opinion, l'Unité africaine, et accorde son aide à la création d'autres journaux d'opinion par des subventions, comme Kaaksan Fax, Fini la plaisanterie, et Dieu Faction. Dès lors, les journaux des deux camps vont se livrer une bataille médiatique féroce sur fond de polémiques et d'attaques personnelles qui frisent parfois des propos injurieux. Dans les journaux proches du pouvoir, les membres du gouvernement prennent la plume pour se défendre avec parfois plus de virulence que les opposants politiques au régime. Dans l'Unité africaine, par exemple, Mamadou Dia, l'ex-prisonnier de Senghor et cofondateur d'Andé Sopi, est désigné comme l'artiste de l'obscurité et de la confusion. Abdoulaye Wade, créateur du démocrate, y est désigné comme l'homme qui a vendu son âme au diable. Pour résumer, tous les leaders de l'opposition, selon ce journal, ne sont ni plus ni moins que des gens qui pensent les problèmes du Sénégal en fonction de leur personne, de leurs intérêts personnels, aveuglés par la soif du pouvoir. Kaaksan Fax, créé pour seconder l'unité africaine dans cette lutte contre les opposants, revient souvent à la charge dans des propos plus durs encore. Les animateurs d'Andé Sopi y sont traités de petits bourgeois, à l'arrogance mal placée. Le syndicat unique des enseignants s'est transformé en une pâle excroissance de personnes vomies par le peuple, lâches, hypocrites, douteuses et tremblantes. Seul Dieu Faction essaie de prendre un ton modéré et donne parfois la parole à certains opposants, ce qui ne l'empêche pas de prendre fait et cause pour le régime dont il ne cache pas le soutien financier. Le processus de création des journaux d'opposition va s'accélérer par le fait d'une autre réalité qui va bouleverser le paysage médiatique sénégalais. Le pouvoir va en effet promulguer un nouveau code de la presse en 1979, qui permet à tout citoyen de pouvoir créer un journal sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement. Quelles qu'aient pu être les intentions de la classe politique dirigeante, le retentissant procès contre quelques éléments de la gauche maoïste clandestine, traduit en 1979 devant la Cour de sûreté de l'État et condamné à une lourde peine de prison, pour création illégale d'un parti politique, Réni Revmi ou les Racines du pays, et pour animation d'un organe de presse non autorisé, Xarebi ou le Combat, est un facteur déterminant dans la promulgation de cette loi. Le fort taux d'abstention constaté aux élections présidentielles et législatives de 1978 remportées par le pouvoir a certainement été perçu comme un indice de mécontentement qui ne saurait être désamorcé que par la libéralisation de la parole publique. Cette loi, malgré son caractère libéral, a comme effet paradoxal de permettre à des partis politiques non encore reconnus légalement de se doter d'un organe de presse en attendant. Elle a offert à d'autres partis la possibilité de légaliser un organe de presse déjà existant, tout en restant dans la clandestinité. À partir de cette loi, le processus de création des journaux devient irréversible. Mais il reste encore dominé par les partis politiques. À côté de ce secteur de la presse politique, animé par l'opposition politique légale ou extra-légale, existe toutefois un deuxième secteur animé principalement par deux journaux, le politicien et promotion. Pour se démarquer du débat idéologique hermétique et souvent injurieux de la presse politique, le secteur de la presse populaire dont l'existence est facilitée par l'ouverture démocratique du système politique sénégalais se nourrit, quant à lui, de satire, d'humour et de scandale. Il bâtit son succès sur une autre dénonciation du politique qui part du postulat que les grands du monde politique et économique sénégalais demandent au petit peuple de consentir à des sacrifices et d'accepter des privations au nom des efforts nécessaires au développement du pays, alors qu'eux-mêmes ne se privent de rien. Ce deuxième secteur doit sa popularité au fait que ses promoteurs, journalistes de profession ou journalistes formés sur le tas, ont dès le départ revendiqué un neutralisme politique qui les place au-dessus des partis. Ils se sont arrogés le statut d'observateurs du nouveau jeu politique au nom de l'information objective, pour mieux édifier les couches populaires. Sur ce point, la ligne éditoriale du politicien est assez catégorique. Elle fait de l'appartenance à un parti politique, non pas un motif de licenciement, mais purement et simplement un motif de démission immédiate pour tout membre de sa rédaction. Au-delà de ces deux dénominateurs communs, il devient difficile d'en trouver d'autres entre le politicien et promotion,
tant les deux journaux vont par la suite connaître des infortunes fort différentes. Le Politicien, créé en 1977 par un bouillant journaliste du nom de Mayme Lestia, avec un retentissant « La démocratie commence par la liberté de la presse » en manchette, étiquette qui ne le quittera plus, va créer un précédent. 18 000 numéros vendus dès sa première publication. À bien des égards, quelle que soit son évolution ultérieure, ce journal satirique est le pionnier de la presse indépendante du Sénégal post-colonial et l'ancêtre immédiat de la presse privée écrite. Pour asseoir son indépendance, le Politicien commence d'abord à tourner en dérision les opposants politiques pour ne pas être taxé de rouler pour tel ou tel parti politique d'opposition et apparaître comme un journal de plus dans le secteur de la presse politique. Pour ne pas être critiqué comme un journal proche du pouvoir, il va à l'assaut du régime et du milieu des affaires au fil de ses numéros. Par le biais de la satire et de l'humour, à l'instar du journal français Le Canard enchaîné, le Politicien adopte comme philosophie l'idée que la nature du pouvoir en Afrique ne peut se transformer de l'intérieur qu'à partir du moment où les hommes du pouvoir sont tournés en dérision et que le public franchit la barrière psychologique que constitue encore l'idolâtrie du chef et de l'aîné. Pour coller à cette philosophie, toute la classe politique et économique sénégalaise ou presque s'est retrouvée affublée d'un sobriquet par le journal. Le sobriquet de girafe, attribué à Abdou Diouf, du fait de ses 2,05 mètres de taille, les milieux populaires selon RE accent aigu approprié pour tourner en dérision la personne et le pouvoir qu'elle symbolise et réaliser ce que J.F. Bayard appelle la revanche des sociétés africaines sur l'État. Mais dès son numéro 9, le journal s'est retrouvé enlisé dans des procès interminables dont il est sorti très affaibli. Promotion, créée par Boubacar Diop, a fait beaucoup de bruit et de tapage au Sénégal. Animé par un promoteur qui se soucie peu de déontologie et de vérification de ses sources, le journal s'est retrouvé piégé par le colportage des rumeurs de toutes sortes. Colportage guidé à un moment donné par le désir de Boubacar Diop d'en découdre avec un régime dont le chef a eu à l'accuser ouvertement d'opportunisme dans une conférence de presse. Le secteur de la presse politique et celui de la presse populaire vont progressivement connaître un phénomène de tassement, pour des raisons que nous allons analyser dans les lignes qui suivent. Déclin de la presse politique et de la presse populaire, et émergence des journaux privés. Le rôle joué par ces deux secteurs de la presse non étatique dans l'élargissement de l'espace d'expression démocratique et dans la démonopolisation de l'espace médiatique est si important que la promulgation d'une loi de la presse en 1979 permettant à tout citoyen sénégalais de créer un journal sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement ne vient qu'entériner une liberté de la presse de fait. Ces journaux, créés par les partis politiques et par des promoteurs libres, ont assuré un rôle de vecteur de la contestation démocratique contre le système politique post-colonial sénégalais, tant et si bien que Anne n'hésite pas à leur accorder une place décisive parmi les facteurs explicatifs de l'abandon du pouvoir par Senghor en décembre 1980, et sa succession à la tête de l'État par Abdou Diouf, son Premier ministre. Ces journaux n'ont d'ailleurs pas manqué de revenir à la charge pour contester un tel mode de succession, considérant que Senghor devait aller jusqu'au bout de son mandat commencé en 1978, et faire appel au suffrage universel pour la désignation d'un nouveau président, après déjà 20 ans de régime socialiste. Cette perspective est donc jugée plus démocratique par ces journaux. Mais au fur et à mesure, les journaux du secteur de la presse politique et de la presse populaire vont perdre leur pouvoir d'influence, avant d'être frappés par un phénomène de tassement. Ce phénomène peut être expliqué par plusieurs facteurs. Si on considère le secteur de la presse politique, par exemple, on constate que depuis son émergence, ses parutions ont suivi une courbe descendante. Beaucoup de journaux de ce secteur, au fort moment de leur déclin, ne paraissent plus qu'en fonction des congrès des partis dont ils sont l'outil de propagande et lors des contentieux électoraux où ils servent de moyen d'expression à des partis politiques auxquels les médias d'État sont pratiquement fermés. Ainsi, Le Démocrate, premier journal d'opposition lancé par le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, est en réalité un pionnier mort-né. Créé dans le contexte préélectoral de la présidentielle et des législatives de 1978, il disparaît après ces élections perdues par Abdoulaye Wade et son parti. Dans le contexte préélectoral de 1983,
ce même parti recrée un autre titre, Takusan, le soir, dont l'originalité de la ligne éditoriale réside dans le fait que le journal décide de paraître le soir pour mieux relativiser les informations du journal gouvernemental Le Soleil paraissant le matin. Mais Takusan disparaît après les élections de 1983, encore perdu par son promoteur. Un autre facteur explicatif du déclin de la presse politique, c'est qu'au fil du temps elle s'est réduite à un simple canal d'expression d'opinion si démesurée et si excessive qu'il a fini par verser dans les injures, la diffamation et le dénigrement. Ces paramètres ont de ce fait éloigné ce secteur des préoccupations quotidiennes du public, d'où son déclin. Le secteur de la presse populaire, quant à lui, s'est retrouvé affaibli par des procès presque toujours perdus devant les tribunaux pour vrai ou faux scandales. De plus, les promoteurs des journaux de ce secteur ont fini par épouser les thèses du gouvernement pour se refaire une santé économique, perdant ainsi leur crédibilité auprès du public. Ces deux secteurs médiatiques, en déclin, vont progressivement être remplacés par les journaux privés qui constituent, rappelons-le, l'objet central de ce travail. Là, des lectures très peu valorisantes des communiqués gouvernementaux et désireux enfin d'exercer leurs activités, selon des règles professionnelles et déontologiques, quelques journalistes des médias d'État démissionnent de l'ORTS, Office de radiodiffusion et télévision du Sénégal, à partir de 1985 pour lancer Sud Magazine en 1986, qui donnera naissance à un hebdomadaire, Sud Hebdo. Cet acte, sur lequel nous reviendrons plus loin, est à plusieurs égards constitutif par la suite de l'éclosion extraordinaire des journaux privés au Sénégal. Mais ce secteur des journaux privés est resté longtemps dominé par des périodiques constitués essentiellement d'hebdomadaires, à savoir Le Témoin, Le Cafard Libéré, République, La Vache et Walfadjri, entre autres. Par conséquent, le journal gouvernemental Le Soleil a pendant tout ce temps détenu, de fait, le monopole de la presse quotidienne. Toutefois, à l'approche des élections législatives et présidentielles de 1993, ce monopole va être rompu. À cette date, Sud Hebdo et Walfadjri changent en effet de périodicité et deviennent des quotidiens. Par la même occasion, Sud Hebdo change de nom et devient Sud Quotidien. Depuis ce jour, il y a plus d'une quinzaine de quotidiens privés qui paraissent au Sénégal, auxquels viennent s'ajouter plus d'une vingtaine de périodiques privés. Compte tenu des différentes luttes sociales décrites précédemment et du rôle pionnier du secteur de la presse politique et du secteur de la presse populaire, tous les journaux privés naissants vont bénéficier d'un espace de liberté plus grand. Mais cela ne veut pas dire a priori que leur relation avec le gouvernement soit meilleure, comme l'attestent d'ailleurs les nombreuses pratiques politiques répressives qu'ils ne vont cesser de dénoncer par la suite. La particularité de ces journaux privés, par rapport au secteur de la presse politique et de la presse populaire déclinant, c'est qu'ils émergent dans un contexte où le Sénégal traverse une grave crise économique et financière étatique qui a entraîné la faillite des principales banques de développement contrôlées par l'État et les premiers plans de privatisation des entreprises publiques et parapubliques avec leur lot de licenciements. Mais comme leurs prédécesseurs du secteur de la presse politique et du secteur de la presse populaire, ces journaux privés vont évoluer dans un cadre politique qui, après plus de 20 ans de régime socialiste, ne connaît pas encore d'alternance démocratique au pouvoir. Au Sénégal, le processus d'apparition des journaux privés, comme nous venons de le voir, s'est effectué au fur et à mesure que le système politique local se démocratise. Nous allons maintenant montrer que la naissance de la presse privée béninoise a précédé l'ouverture du Bénin à un système démocratique, et qu'au Togo l'apparition d'une presse libre a eu lieu au même moment que les soulèvements populaires contre le régime en place en 1990. I2. Contestation démocratique et fin du monopole de la presse d'État au Bénin et au Togo en 1990. À l'instar du Sénégal, le Bénin et le Togo ont aussi connu des systèmes politiques de parti unique, mais selon des modalités particulières où les militaires jouent un rôle tout à fait prépondérant. À la base de cette militarisation des systèmes politiques béninois et togolais, se trouvent des officiers et sous-officiers aguerris par les campagnes de France, d'Indochine et d'Algérie qui, malgré une certaine tradition de discipline et de loyalisme héritée de l'armée coloniale, ont été amenés, pour différentes raisons, à faire des coups d'État pour destituer les régimes de leur pays nouvellement indépendants et à imposer la formule du parti unique comme modèle politique. Au Togo,
L'intervention des militaires est le résultat d'une mutinerie, a des origines d'apparence corporatiste, mais elle est surtout la conséquence de graves conflits ethno-régionalistes, politiquement construits, opposant le nord au sud du pays. Le processus par lequel le Togo se retrouve sous un parti unique est très complexe. Pour le comprendre, il faut considérer la trajectoire du pays pendant la colonisation. D'abord, il est sous occupation allemande, 1884 à 1920. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, une alliance militaire franco-britannique expulse les Allemands de cette colonie, comme en Namibie et au Cameroun. Territoire sous mandat de la Société des Nations, la SDN, le Togo se retrouve divisé en deux parties dont l'administration est confiée à la France et à la Grande-Bretagne. Une superficie de 56 000 km² correspondant à la partie méridionale constitue le Togo français et une autre de 14 000 km² représentant la partie occidentale correspond au Togo britannique, rattaché à la Gold Coast, actuelle Ghana. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le Togo est sous tutelle de l'ONU, 1945 à 1960. Mais dans les clauses de cette tutelle, l'existence de forces militaires sur ces deux territoires n'est pas prévue. Tout au plus, il est envisagé la formation d'une police pour y garantir l'ordre. Donc, tout Togolais de la partie française voulant intégrer l'armée coloniale doit passer par le Dahomey actuel Bénin, colonie française la plus proche géographiquement. C'est dans ce cadre que de nombreux Togolais ont été recrutés sous le drapeau français. Après leur retour des campagnes d'Indochine et d'Algérie, leur insertion dans la future armée du Togo français devenu indépendant pose problème. Le président Sylvanus Olympio, leader ultranationaliste, est rétif, en ce sens qu'il exige que le corps militaire togolais à mettre en place ne recrute que des hommes nouveaux, c'est-à-dire des éléments qui n'ont pas servi dans une armée étrangère. En réalité, il leur reproche d'avoir participé à la répression contre les nationalistes indo-chinois et algériens. De ce fait, ces anciens d'Indochine et d'Algérie, composés de 700 démobilisés, ne peuvent pas voir leurs exigences exaucées et se retrouvent au chômage forcé. Les rapports de force instaurés entre le régime en place et les mutins aboutissent à l'assassinat du président Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963, avec à la tête des auteurs du coup d'État le sergent-chef Étienne Nyasingbe Eyadema, originaire du nord du Togo, ancien combattant des guerres d'Indochine et d'Algérie et futur général des forces armées togolaises. Ce fait sans précédent inaugure le début de la longue série des coups d'État militaires en Afrique noire, ce que Michel-Louis Martin appelle l'ère du prétorianisme du continent africain, période où le pouvoir est au bout du fusil. Le Togo, dans ses premiers pas en tant qu'État indépendant, se fait ainsi remarquer sur la scène internationale comme le premier pays d'Afrique noire à connaître la destitution d'un président par coup d'État. Mais derrière ce mobile corporatiste qui semble être la raison du coup d'État militaire contre le président Olympio, se trouve en réalité un contexte politique très tendu du fait d'une politisation belliqueuse des groupes ethniques par les élites locales à la veille et au lendemain de la décolonisation du pays, au point de rendre fort problématique l'émergence d'une conscience nationale. Au Togo, deux principaux groupes ethniques sont réunis par le colonisateur. Au sud, il y a le groupe EWE accent aigu avec ses rameaux linguistiques directs Hadza, Anlo, Ewe, Fon, Peda, Watsi, etc. À côté de ce groupe ethnique EWE accent aigu, il y a d'autres ethnies qui lui sont assimilables par la langue, les Anas, les Kapessi, les Mina, etc. À cette énumération, on peut ajouter les Akposos, ethnie issue du métissage EWE accent aigu et d'un autre groupe venu du Ghana, installé au centre-ouest. Au nord du Togo, se trouve le deuxième groupe ethnique constitué par les Tem-Kabayes comprenant les Lambas, les Nodambas, les Ntribus, les Timbas appelés aussi les Kotokolis. Ils occupent plus précisément le centre-nord du pays. Les Kabayes, venus des rives du fleuve Niger au XIIIe siècle, constituent la composante démographique la plus importante de ce groupe ethnique. À côté de cette composante, il y a une constellation d'ethnies minoritaires composée de Tsokossi. Ils ont fui la Côte d'Ivoire en passant par le nord du Ghana à la mort de la reine Pokou, de Kokomba venus du nord du Ghana, de Mossi, de Gourmanché venus de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, de Somba venus du nord du Dahomey, actuel Bénin et de Peul. Réunis par la colonisation,
ces deux groupes ethniques vont entretenir entre eux un certain nombre de clivages latents qui seront exploités ultérieurement par les élites politiques dans leur rivalité pour l'accès au pouvoir. L'école va se révéler être en réalité un premier facteur d'opposition négative entre les deux groupes ethniques du Nord et du Sud. La pénétration inégale de l'école à travers le pays par les usages des acteurs avait commencé déjà bien avant l'indépendance à introduire une opposition entre instruits civilisés du Sud et illettrés, sauvages du Nord. Jusqu'à l'aube de l'indépendance politique du Togo, l'instruction scolaire a en effet un faible degré de pénétration dans les localités du Nord. Compte tenu de la situation littorale du sud du Togo, point de chute naturel de l'Européen, l'école, avec l'arrivée des premiers missionnaires d'abord, sous l'occupation allemande ensuite et française enfin, a très vite fait émerger une élite administrative, commerciale et bancaire moderne. Les EWE, forts de ce capital culturel, s'estiment très tôt en situation de supériorité. Ils reproduisent les comportements du colonisateur à l'égard des populations du Nord, dans une sorte de colonisation et de colonialisme de l'intérieur. Non sans ressentir une certaine amertume de ce sentiment de supériorité EWE, les groupes ethniques du Nord, surtout les Kabayès, se sont orientés vers l'armée, d'autant plus que ce sont des gens physiquement vigoureux, réputés bons chasseurs, bons lutteurs, disciplinés, donc très convoités par les autorités militaires coloniales. D'une manière générale, compte tenu de la présence prématurée du colonisateur sur le littoral, l'essentiel des infrastructures économiques, commerciales, sanitaires, scolaires et administratives est concentré dans le sud du Togo, ce qui est aussi un autre élément de clivage nord-sud. Pendant que la région septentrionale du Togo restait, et reste toujours paysano-rurale, avec comme activité socio-économique principale l'élevage, l'agriculture et la chasse sur des terres pauvres dominées par des hauts plateaux, les populations du Sud se sont très vite familiarisées avec les structures et les transactions de l'économie moderne et exerçaient déjà en tant que commis dans l'administration coloniale. Ce déséquilibre régional en termes d'infrastructures se voit renforcé par le modèle du Togo utile le Sud, développé par chaque colonisateur, allemand puis français, en fonction de ses intérêts, note tout l'abord. Dans cette localité méridionale du Togo, il circule non seulement des idées modernes mais ses atouts 75 économiques sont énormes. Des terres à cacao, à café et à palmeur à huile à l'ouest, les mines de dolomite et de chromite des monts Haïtou, des phosphates et du calcaire en pays Ouachi, le site hydraulique d'Akosombo et les rivières aurifères en pays Anlo. Il faut souligner, avant de terminer cette énumération des facteurs explicatifs des déséquilibres régionaux nord-sud, que le colonisateur allemand, compte tenu de son mauvais accueil, de nombreuses révoltes et rébellions guerrières des indigènes, dans cette partie septentrionale du Togo, a préféré jouer la carte du Sud et n'être dans le Nord que par la répression de ceux qui sont contre l'introduction de la civilisation et de la Bible. Pendant les 75 ans que dure la présence européenne au Togo, note Yagla 76, les peuples du Nord feront constamment l'objet d'humiliations, de tracasseries et d'exploitation de la part des colonisateurs et de leurs collaborateurs, les élites du Sud. Outre la volonté délibérée de ne pas ouvrir d'écoles et d'infrastructures sanitaires dans le Nord, Yagla souligne également le fait que les durs travaux nécessaires à l'administration coloniale seront confiés aux ressortissants du Nord. L'une des conséquences de ces déséquilibres entre le Nord et le Sud est l'émergence d'une division sociale du travail à base ethno-régionale. Au Nord revient l'armée, tandis que l'administration, le commerce, les affaires et les banques sont de fait sous le monopole des ressortissants du Sud. Quand la question de l'indépendance s'est posée au Togo dans les années 1950 à 1960, ces clivages ne tarderont pas à se transformer en règlements de comptes sanglants et meurtriers entre le groupe ethnique du Nord et celui du Sud devenu fortement politisé. Naguère hostile à toute forme de colonisation, le Nord rejette toute idée indépendantiste et milite pour le statu quo, alors que le Sud qui a priori a bénéficié d'un certain nombre d'avantages de la colonisation devient son adversaire le plus farouche. Les 30 ans de présence française au Togo ont en réalité fait émerger au Sud ce que Claudine Vidal appelle, dans un autre contexte, une histoire ressentiment chez les élites du Sud contre les Français et tous ceux qui sont favorables aux Français. Le CUT, Comité de l'Unité Togolaise, parti nationaliste installé au sud du Togo, va bâtir son idéologie sur le mécontentement de tous ceux qui sont contre la présence française.
Ce sont d'abord les nationalistes E-W-E-S. Ceux-ci n'ont jamais digéré, entre autres, l'éviction du colonisateur allemand et le découpage du Togo en Togo français et en Togo britannique en 1914 à 1919. Pour les populations du Nord par contre, l'association avec la France dans un Togo autonome est perçue comme le seul moyen de diminuer les disparités économiques, commerciales, bancaires, sanitaires, scolaires, etc. entre le Nord et le Sud. C'est pourquoi opter pour l'indépendance immédiate est pour ces populations un facteur d'arriération et va donc à contre-courant du progrès. En plus, les populations du Nord, s'appuyant sur les déséquilibres régionaux en matière d'instruction et d'infrastructures scolaires, mettent en avant leur manque de cadre 80 et arguent que l'indépendance immédiate du Togo signifie de facto la mise sous tutelle du Nord par le Sud et un déséquilibre dans la répartition du pouvoir national entre les deux régions. Quant à leur position par rapport à la question E-W-E, les élites traditionnelles du Nord redoutent l'éventuelle réunification des deux Togos. Car elles y voient la construction d'un État E-W, dont le Nord serait purement et simplement exclu. Cette position anti-indépendantiste est exprimée par un front modéré, l'Union des progressistes du Togo, l'UDPT, regroupant l'Union des chefs et des populations du Nord, UCPN, la Jeunesse nationale du Togo, la JNT, et le Parti togolais du progrès, PTP, de Grunitzky, deuxième formation politique du pays et parti rival du CUT dans le Sud. Ainsi, face aux enjeux de décolonisation, une ligne indépendantiste et nationaliste s'oppose à une ligne autonomiste et progressiste, ce qui renforce davantage l'opposition Nord-Sud, avec tout ce que cela implique en termes d'opposition entre les deux groupes ethniques composant ces deux entités. Ayant eu lieu dans un climat d'affrontement entre les deux camps, le référendum d'autodétermination organisé en avril 1958 s'est soldé par la victoire du CUT sur le PTP et l'UCPN. Le Togo passe ainsi aux mains des sudistes nationalistes à l'issue d'une période de transition de 2 ans avant d'accéder à l'indépendance en 1960. Mais cette victoire du CUT, loin d'œuvrer dans le sens de la réconciliation nationale, a davantage accentué l'opposition Nord-Sud du fait des règlements de compte orchestrés dans tout le pays contre le camp des progressistes, comme le relève Yagla. Le soir du 27 avril 1958 et dans les 3 mois qui vont suivre, le Comité d'unité togolaise et ses alliés fêtent leur victoire électorale de la façon la plus antinationale qui se puisse concevoir. Ces militants et ces milices se lancent à la recherche de ceux qui n'ont pas voté pour les candidats se réclamant de Sylvanus Olympio et de M. Santos. Leurs opérations visent naturellement les membres du Parti togolais du progrès, et ceux de l'Union des chefs et des populations du Nord animés par MM. Derman Ayeva, Mama Fousseni et Meachi. En utilisant de tels critères, les représailles ont pris par endroits l'allure d'opérations menées contre des régions, des ethnies, des villes, des villages, des quartiers. Le Nord dans son ensemble sera gravement touché pour son opposition traditionnelle au Sud. À ces règlements de compte s'ajoute, comme autre fait significatif, l'évolution du régime vers une forme autocratique, d'autant qu'après la décapitation du Front politique modéré et l'emprisonnement de plusieurs chefs traditionnels liés au PTP, Olympio s'est retourné contre ses anciens alliés, notamment ceux de la Juvento. Par des mécanismes juridiques, loi électorale du 1er mars 1961 instaurant le scrutin majoritaire à un seul tour défavorable aux petites formations politiques en général et le refus d'enregistrer la candidature de l'aile modérée de la Juvento pour non-respect de délai, malgré le recours déposé au ministère de l'Intérieur, le CUT s'est finalement retrouvé seul devant les électeurs lors de l'élection présidentielle de 1961 et a remporté avec 90% des voix. Par des mécanismes répressifs, les dirigeants de la Juvento, après une perquisition à domicile, sont accusés de comploter contre l'État et arrêtés au lendemain de l'élection présidentielle. Le CUT devient parti unique de fait en 1961 et désigne, lors de son congrès annuel, S. Olympio comme président à vie du Togo. Plus que le résultat d'une simple mutinerie pour la défense d'intérêts corporatistes, le coup d'État militaire du 13 janvier 1963 ayant coûté la vie au président Olympio est en réalité la réponse au contexte ethnique national très tendu. D'ailleurs, les militaires ont au cours de la même année, remis le pouvoir aux anciens adversaires d'Olympio rappelés de leur exil.
C'est ainsi que Grunitzky de l'ethnie E-W-E, au sud, s'est retrouvé à la tête du pays, secondé par Meachi de l'ethnie Kabaye, au nord, nommé vice-président. Dans ce mode de partage du pouvoir entre le nord et le sud, on comptait ainsi trouver une solution aux tensions interethniques. Suite aux événements sanglants du 21 novembre 1967 marqués par la volonté des anciens militants du CUT de reprendre le pouvoir et face aux rivalités entre Grunitzky et Meachi, Neyadema, de l'ethnie Kabaye, nord, opère un deuxième coup d'État et s'empare du pouvoir. C'est ainsi que le Togo est entré sous un long régime d'exception après l'abolition de l'ordre constitutionnel, la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élimination des syndicats. Jugés néfastes à l'unité nationale, tous les partis politiques sont également interdits. Ce n'est que sous l'influence de quelques étudiants togolais revenus de France, après leurs études, que le Rassemblement du peuple togolais, RPT, a finalement été créé. Le livre vert portant sur les structures et l'idéologie du Parti unique togolais est sorti de la plume d'Edem Kodjo. Pour justifier l'existence de ce parti unique, l'argumentation est d'ordre sociologique car elle établit une équation de type multipartisme égale tribalisme. Face aux exigences de l'unité nationale à construire, l'accent est, en d'autres termes, mis sur la crainte que les électeurs, pas encore mûrs pour la démocratie, continuent à se ranger derrière le leader politique d'un parti, suivant en cela des considérations strictement ethniques, comme semblent l'attester les conflits nord-sud à forts relents ethniques qui ont eu lieu sous Olympio. Mais quand le général Eyadema justifie le parti unique par la volonté de créer un creuset national dans lequel tous les groupes ethniques du pays doivent se fondre, il n'hésitera pas, comme nous allons le voir, à s'appuyer sur sa propre ethnie qui détient la réalité du pouvoir militaire, les Kabayes, pour se maintenir au pouvoir. Ce qui semble être, au plan politique et ethnique, une certaine revanche du Nord sur le Sud. Le Bénin, pays limitrophe du Togo, à la suite d'un long processus d'instabilité politique ponctué par des interventions incessantes de l'armée sous forme de coups d'État, passe d'un tripartisme régionaliste au système de parti unique. Compte tenu du contexte politique local instable, on peut dénombrer 5 coups d'État militaires en 12 ans dans le quartier latin de Afrique, à raison d'un putsch militaire tous les 2 ans, entre le 1er août 1960, date de l'indépendance du pays, et le 26 octobre 1972. Ce nombre pléthorique de destitutions du pouvoir politique par les militaires béninois place le Bénin en tête de peloton des pays ayant connu le plus de coups d'État dans l'espace politique de l'Afrique francophone, et a longtemps fait de lui l'enfant malade du continent. Quand on examine le type de militarisation du système politique béninois entre 1963 et 1972, le Bénin est dans la première phase du cycle de vie du prétorianisme africain, celle où les faiseurs de coups d'État font partie de la première génération de militaires de l'armée béninoise et sont généralement des anciens des guerres d'Indochine et d'Algérie. À la différence du Togo où le refus d'intégrer les démobilisés dans l'armée est perçu comme une intrusion du pouvoir civil dans le mode de fonctionnement de l'armée, pour déterminer sa composition, au Bénin, bien au contraire, c'est l'immixtion des militaires dans la vie politique pour superviser son mode de fonctionnement, qui explique la militarisation accrue du système politique local. Dès 1963, par exemple, pour avoir le soutien de l'armée, le président Maga invite certains officiers au congrès de son parti. Pour déjouer cette alliance entre les militaires et le pouvoir civil, les opposants font ouvertement appel à l'armée pour le renversement du régime et la prise du pouvoir. Le régime en place fait également appel aux militaires pour les impliquer dans des opérations de maintien de l'ordre face au soulèvement populaire, en lieu et place des forces de police auxquelles une telle mission est traditionnellement assignée. Émile Derlin-Zinsou, en sa qualité de président de la Cour. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.